nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Bonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver dans cette émission Livre, Mélodie et Musique, Mille Inspirations. Oui, chers téléspectateurs, vivre sans connaître son histoire, c'est vivre comme si on était mort. Nous sommes donc obligés de connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de notre peuple, pour pouvoir vivre avec, mais aussi l'accepter. Alors, pour vous ce soir, nous allons accueillir un invité de haute qualité qui a mis par écrit donc l'histoire du Congo depuis 1960 jusqu'en 2010. Alors, je lui laisse l'espace pour se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Denis Lukusa. Je suis juriste politologue, directeur de consultance d'une société de conseil et de communication et de gestion des projets. Je suis aussi chercheur. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Denis. Nous sommes aussi heureuses de vous accueillir dans notre émission Un livre, Mélodie, Musique, Mille Inspirations sur notre chaîne catholique. Vous avez écrit ce livre, Dictionnaire des références des dates et des événements historiques en République démocratique du Congo, un grand livre voluminé de 681 pages. Alors dites-nous, Monsieur Denis, l'objectif principal qui vous a poussé d'écrire ce livre. Quand on doit faire quelque chose, sûrement il y a quelque chose qui nous stimule. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire ce livre? Oui, merci. Je dirais que j'ai commencé en 1999. Et c'est parti d'un constat. Et ce constat, je l'ai fait en août 1998. Ici au Congo ou vous étiez ailleurs? J'étais de passage au Congo. Et je voyais autour de nous des conflits, des événements. Et il y a eu ces déclics intérieurs. Là où je me disais, comment un jour pourrions-nous expliquer de manière précise tous ces événements à nos enfants, à la jeunesse montante ou à toute autre personne intéressée par l'histoire du Congo. Et de ces constats, je me suis dit, j'avais un devoir de mémoire. En tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, je devais porter ma pierre à l'édifice. Et c'est parti de ces constats que j'ai commencé d'abord à collectionner les informations et les dates importantes et à marquer l'histoire du Congo. Et ces dates-là, les événements, vous les avez collectionnés ici à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur aussi? D'abord, les constats, je les fait au Congo et j'ai commencé dès ce jour-là à collectionner au travers des ouvrages, au travers des médias. Moi-même, je suivais les informations. Ce qui se disait sur le Congo, je l'ai noté. La date, l'heure, s'il s'avère nécessaire. Et plus je montais dans mes recherches, plus il était important de consulter certaines archives, certains documents officiels et privés. J'ai commencé à dévorer les ouvrages. Lorsque je tombe sur un ouvrage, je le parcours du début jusqu'à la fin. Et lorsque je trouve une date importante, j'ai noté quelque part. J'ai noté quelque part, mais je devais résumer le message ou l'événement.
je vais me répéter pour dire que ça n'a pas été facile. Effectivement, ça n'a pas été facile de résumer un événement. Un événement, oui. Surtout quand on n'a pas été là. Effectivement. Et de voir dans quelle mesure il fallait le faire sans parti pris. Parce que mon devoir, c'était de restituer l'histoire du Congo. Exactement comme ça s'était passé. Et la replacer dans sa juste position et à sa juste valeur. Là, je n'ai pas analysé les événements, j'ai prenais juste les événements et le replacer dans le contexte. Voilà, j'ai fait des enquêtes auprès des acteurs de l'époque et à d'autres personnes qui étaient intéressées par l'histoire du Congo ou qui ont participé d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Surtout au niveau des interviews, j'étais un peu trop strict pour ne pas prendre n'importe quoi. Parce qu'il fallait être réaliste. Effectivement. C'est là où je prenais avec beaucoup de prudence et de précaution. Et par après, je devais être convaincu au travers certaines archives que cette information puisse confirmer. Et c'est comme ça qu'il y a certaines interviews que je n'ai pas tenu compte. Parce que la personne vous dit, moi j'ai fait ça, je fais ça. Mais lorsque je regarde dans le parcours, dans l'histoire, on ne cite même pas son nom. On ne cite même pas son nom, je le mets de côté. Donc j'ai fait un travail minutieux et discursif pour présenter 10 ans après. Donc ce travail a pris 10 ans. C'est un travail qui m'a pris 10 ans de recherche, d'analyse, de collecte, d'informations, des renseignements, d'interviews et des voyages, parce que je n'ai pas fait l'ouvrage ici. Les constats, je l'ai fait lors de mon passage ici, mais j'ai visité d'autres pays qui étaient aussi impliqués dans l'histoire du Congo de manière pratique, tel que le Ghana, la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Italie, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un très grand rôle des Roms, s'il faut le dire ainsi, dans la marche sur le Congo. Sur le Congo, bien entendu. Et j'ai visité plusieurs pays dans la collecte des renseignements et dans la recherche des personnes impliquées et ouvertes, capables de nous renseigner sur tel ou tel événement. Voilà si je peux résumer en bref par rapport à la question. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Denis. C'est vraiment intéressant, votre ouvrage. Et nous invitons nos téléspectateurs vraiment à chercher ça. C'est intéressant pour les familles et pour les bureaux aussi. Et Monsieur Denis, en lisant votre livre, tous les événements qui se sont passés en République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'en 2010, comme vous l'avez noté, on a l'impression que la République démocratique du Congo ne fait que courir derrière les événements malheureux. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? On peut espérer qu'un jour le Congo pourra aussi décoller comme les autres pays de l'Afrique. Oui, je le crois. Et c'est mon vœu. Cela doit faire partie du constat de tout un chacun de nous. Chaque Congolais doit, à un certain moment, s'arrêter, faire le bilan de sa vie et aussi avoir des colonnes dont là où on doit placer les positifs de ce qu'il a marqué et les négatifs. De même que pour le Congo, on doit s'arrêter. D'ailleurs, ça aurait été une belle occasion qu'on a ratée 50 ans après. du cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Ce cinquantenaire, c'était une belle opportunité là où on devait faire le bilan de ces 50 dernières années. Aussi pour la Belgique, c'était une belle occasion de voir aussi quel est son apport en République démocratique et dans la mesure du possible corriger les erreurs qui ont conduit à ce jour. Et de là,
je pense qu'on aurait pu faire une bonne coopération mélo-congolaise basée sur des nouvelles bases. Ça, c'est un point. Maintenant, pour la question, je dirais il y a de l'espoir. Mais l'espoir est conditionné à la prise de conscience des Congolais. Il faut qu'on arrive à se situer dans les temps, dans l'espace. Qu'est-ce qu'on a fait 50 ans après l'indépendance? Soyons sérieux, réalistes, honnêtes et courageux de dire voilà les positifs et voilà les négatifs. Et par conséquent, reconnaître aussi l'œuvre coloniale. Parce qu'ils ont laissé quelque chose. Oui. Ce n'est pas qu'ils nous ont laissé, ils nous ont laissé sans rien. On doit être honnête envers nous-mêmes pour dire voilà ce que le pouvoir colonial ou l'autorité coloniale, si vous voulez bien la puissance coloniale, nous a laissé. Mais qu'est-ce que nous avons conservé, oui. Qu'est-ce que nous avons détruit? Alors, qu'est-ce qu'on a conservé, qu'est-ce qu'on a détruit, et qu'est-ce qu'on a construit après, ou qu'est-ce qu'on a fait de plus après le départ de l'autorité coloniale. C'est important. Mais lorsque, chaque fois qu'il y a un problème, il faut se rabattre pour dire c'est la colonisation. C'est les colonisateurs, je pense que c'est la lâcheté. C'est manque de responsabilité. C'est pas même manque, mais fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité. Vous permettez juste une parenthèse, c'est comme ceux-là qui disent que si on est aujourd'hui, comme ça, c'est Mobutu. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, je les conseille, mais Mobutu a quitté le pouvoir, ça fait combien de temps? Presque 14 ans. Mais on ne peut pas construire les pays, soyons sérieux et réalistes. Et nous devons affronter la réalité. Je crois, pour me résumer, qu'il y a de l'espoir. D'ailleurs, les tentatives sont là de redresser les pays. Mais on ne peut pas redresser les pays en excluant certaines personnes. Les uns et les autres doivent se mettre ensemble. On doit se mettre d'accord. Et là, je tombe dans le front commun que j'ai toujours apprécié lorsque les élites congolaises de l'époque des années 60 sont allées à la table ronde. Bien qu'ils ne partageaient pas les points de vue, les mêmes idées, les autres étaient pour la confédération, avec Tchombe, Kassabou avec le fédéralisme, le monde avec l'unitarisme. Mais devant une situation, ils ont fait, donc ils sont constitués en front commun et ils parlaient le même langage. Le même langage pour défendre les Congos. Pour défendre le Congo. Et les restes, on va parler après. Après, entre nous. Et ils ont réussi. Alors, je pense que si on est dans ces chemins-là, on peut toutefois quitter ces tunnels qui ne cessent de se prolonger. Voilà, c'est le souhait de tout le monde. Espérons que les futurs dirigeants de ces pays pourront y penser, comment travailler ensemble pour la reconstruction de notre Congo. Oui, professeur, au chapitre 2, vous tracez les profils de la RD Congo, la République démocratique du Congo. Vous énumérez là beaucoup de choses que vous avez citées, mais nous allons rester sur 4 points. Vous faites des profils sur l'éducation, la santé, les transports et la population. On ne parlé d'abord que de l'éducation. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les parents continuent encore à prendre en charge la scolarité. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une très belle question. Mais vous savez que c'était avec la politique du FMI, s'il faut juste donner un peu l'historique, le background, d'ajustement structurel. Là, on demandait aux États qui veut le bien bénéficier de l'aide ou du financement de ces institutions internationales en charge des finances, de réduire le budget au niveau public. Par conséquent, priver la population de certains droits sociaux. Là, j'englobe directement le secteur de la santé, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation. Et on est en 1990. C'est là où les choses commençaient déjà à bouger.
avec cette politique, l'État zéro de l'époque, voulant bénéficier de l'aide financière, s'est aligné dans cet ordre d'ajustement structurel. Et là, le parent devait commencer à prendre les enseignants en charge. Mais c'était une situation qui devait être temporaire. Mais on a constaté que plus la transition a pris du temps, et les gestations, toutes ces gestations et tentatives de redresser le pays n'ont pas abouti. C'est avec regret qu'on constate que jusqu'aujourd'hui, et que j'ai entendu parler que, mais jusqu'aujourd'hui, les parents continuent à prendre les enseignants en charge. C'est ce qui a même fait détériorer la qualité de l'enseignement et de l'éducation. Soyons sérieux et réalistes. Replaçons les choses dans les contextes. Cette politique a contribué grandement, s'il faut le dire ainsi, insister à l'échec de l'éducation au Congo. Moi, je peux dire que peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est une réalité. Ça, c'est votre point de vue, c'est une réalité vous pouvez l'exprimer. Que depuis déjà 90, dès cette politique est entrée en marche, il n'y a pas eu une bonne qualité d'éducation au Congo. Parce que là, les enseignants se ralliaient, donc s'appuyer sur l'aide ou l'assistance ou l'apport ou la prise en charge des parents. Et par conséquent, le parent qui dépense assez d'argent pour son enfant, il n'a pas intérêt que l'enfant échoue. Alors, il peut suivre même les professeurs Il après. peut suivre. D'ailleurs, il y a une histoire qui nous fait rire. Il y a un parent, donc une maman, qui avait dit un jour à un enseignant qu'elle est allée voir l'enseignant pour dire papa, c'était en Swahili, hein. Alors je traduis. Et comment vous voyez mon fils? Il s'adapte, il dit bon, pas tellement. Il dit bon, s'il vous plaît, si vous voyez qu'il fait comme ça, appelez-moi. On va s'arranger. Donc ça veut dire, du moment où les parents constatent qu'ils dépensent beaucoup, alors ils n'ont pas intérêt que l'enfant échoue. Donc s'il faut corrompre, rien à faire. Parce qu'ils ne veulent pas payer pour la même classe 2 fois ou 3 fois. Et ces parents qui ne sont pas parfois payés aussi. Alors, maintenant, les enseignants qui ne sont pas bien payés parce qu'ils ne sont plus pris en charge par l'État, ils mangent et ils se rabattent sur les dos des élèves. Il n'y a pas une bonne qualité de l'éducation. Donc maintenant, l'enseignant a intérêt à composer, à faire sa composition ou l'examen ou l'interro, non pas dans le cadre d'apprendre ou de constater, de vérifier la matière, si c'est bien passé ou pas. L'enfant, l'étudiant ou l'élève a bien assigné la matière. Mais c'était pour compliquer la donne, au point où ça le complique lui-même. Il y a même, je dirais un collègue, un professeur, en tant que chercheur, on partageait, il me dit que je regrette, parce qu'il est maintenant en Afrique du Sud, l'éminent professeur, il me dit que, écoutez, je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait avec mon compatriote congolais, parce que la matière que j'ai composée, c'était non pas dans le but de tester si les étudiants ont compris la matière, mais c'était de faire qu'il y ait plus d'échecs afin que moi je puisse gagner de l'argent. Voilà. Depuis ce temps-là, je peux dire qu'il n'y a pas une bonne qualité de l'éducation. D'ailleurs, hier, lorsque vous partez à l'étranger, les diplômes du Congo ne sont pas tellement reconnus. Il faut quand même qu'il y ait de la sérieuxité. Peut-être parce que ça s'est vérifié. Vous voyez aujourd'hui les licenciés, les gradués qui ne savent pas bien s'exprimer en français, qui ne savent pas bien écrire toute une page sans faute. Alors vous comprenez que c'est tout à fait normal que ça soit refusé ailleurs. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit, depuis lors, vous verrez même des professeurs à l'université qui n'ont plus le moyen pour pouvoir faire des recherches. Eux sont ceux qui publient. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté ou ils n'ont pas les compétences ou la qualité, mais c'est tout simplement qu'il n'y a pas une bonne politique au niveau de l'académie, au niveau scientifique, pour faciliter
ces éminents professeurs et chercheurs de faire de recherche et nous amener de nouvelles matières. Pour terminer, je dirais que il faut qu'il y ait une politique appropriée pour l'éducation. L'État ne doit pas reculer, doit prendre sa responsabilité vis-à-vis de l'éducation. Et que le système de l'éducation doit être réinventé, si je peux me permettre de dire ainsi. Il faut qu'il y ait une grande réforme au niveau de l'éducation. D'ailleurs, si c'était moi, j'aurais voulu, et j'aurais préféré qu'il y ait une élite universitaire de qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'université. Il faut savoir sélectionner. Il faut savoir sélectionner. Oui. Afin qu'on ait quand même des qualités, des universitaires de qualité, et les autres qui ont moins de 60 peuvent aller dans les instituts supérieurs. Il semblerait qu'ici, à Kinshasa, on est en train même de supprimer quelques instituts supérieurs. Oui. Ou bien d'autres instituts supérieurs, on les crée à l'université. Effectivement, ça fait. C'est pourquoi on doit parler de la réforme. Et dans ce cadre-là, on classe maintenant les gens selon leurs compétences et leurs capacités d'assimiler la matière. Et aussi, on voit ça ailleurs, nous qui évoluons un peu ailleurs, que dès le bas âge, vous êtes déjà orienté dans votre profil. Et là, vous sortez vraiment bien calé dans votre domaine. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé par rapport à l'éducation. Voilà. Merci beaucoup. Nous invitons nos téléspectateurs à lire d'autres aperçus que vous avez fait dans votre livre. Vous parlez aussi de la santé, par exemple, de la population. Mais si vous pouvez nous parler aussi du transport, ici en République démocratique du Congo. Oui. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'embouteillages. Est-ce que nous sommes au top par rapport au transport? Non, mais ce que je dirais, d'abord, juste pour revenir rapidement au niveau de l'éducation. Non, de la santé. De la santé, oui, allez-y. Il n'y a pas quelque chose qui me fait très mal toucher si ce n'est pas les secteurs de santé. Parce que aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, n'importe quel hôpital, au Congo, vous allez regretter. Si vous n'avez pas l'argent, les moyens financiers conséquents, vous allez mourir. Personne ne vous touche. Personne ne vous touche parce que ce qui est là, vous devez aller acheter les médicaments vous-même, les seringues et tout, amener à l'hôpital et les infirmiers, les médecins prennent juste des soins. Ce qui veut dire, si vous tombez malade ou il y a un accident, et pendant cette période vous n'avez pas de moyens financiers, vous êtes déclaré partant. Alors, c'est un secteur, un domaine que je recommande au gouvernement, même s'il n'y a pas de moyens au niveau de l'État, mais la santé est primordiale. On ne peut pas s'échapper au niveau de la santé. Prendre la responsabilité au niveau de la santé, c'est vraiment fondamental et important. Maintenant, pour les transports, c'est vraiment casse-tête. Ce n'est pas parce qu'on est développé, c'est pourquoi on a beaucoup de véhicules. Mais lorsque vous pointez sur une rue, vous allez constater que ce sont presque les déchets de l'Europe qu'on nous amène ici. Et à tout moment, ça tombe en panne, c'est toujours compliqué. Mais quelque part, ça aide. Pour se déplacer, quoi. Pour se déplacer. Mais constatez que lorsqu'il y a un petit accident, c'est des dégâts humains. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires déjà isées, jetées à l'Europe et qu'on envoie ici. Il y a certains pays, par exemple le Bénin, je donne le cas du Bénin. Déjà, les voitures de 90 ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas entrer. Oui. Maintenant, il faut parler au niveau des infrastructures. Les infrastructures, c'est vraiment un secteur très important qui, aujourd'hui, je vois quand même, on essaie encore d'arranger certaines routes, mais
il faut être sincère pour dire ce n'est pas facile parce que les transports deviennent, donc il y a des embouteillages parce qu'il y a une seule route pour aller, je ne sais pas, au rond-point Gaba ou bien pour aller à l'aéroport, il n'y a qu'une seule route pour aller à l'aéroport. Par conséquent, si vous devez aller à l'aéroport, vous devez être en file indienne. Et puis il faut quitter avant pour risquer de rater l'avion. Ah oui. Donc il n'y a pas la multiplicité ou plusieurs voies pouvant amener à un seul endroit. Donc je crois que les nouveaux dirigeants, les développements passent par l'infrastructure routière, les secteurs, pour que la population sente les développements ou les changements. Ça doit passer par l'éducation, ça doit passer par le social, par la santé et l'éducation. Voilà, espérons que dans leur, disons, leur cahier des charges, espérons qu'ils vont tenir compte de ça. Voilà, professeur, à la page 144, vous nous donnez la possibilité de palper des figures des personnes qui ont influencé ces pays, qui ont marqué ces pays. Vous parlez de Roi Baudouin, vous parlez de Patrice Emery Lumumba, vous parlez de Kasavubu, vous parlez de Moïse Tshombe, de Joseph Mobutu et puis Albert Kalonji. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu le portrait ou la personnalité de ces personnes que vous avez citées dans votre ouvrage? Ça va, je commencerai par Léopold II, Thomas Léopold II. C'est une personnalité ou un personnage qu'on devait et que tout Congolais doit avoir son âge. Parce que l'actuel Congo, dans ses limites, a été créé ou fondé par la volonté du roi Léopold II. En 1885 déjà, le 23 février, il y a eu l'acte de Berlin qui donnait en possession au roi Léopold II les Congo. Et il avait de bonnes intentions. Il avait de bonnes intentions au début de sa marche, que moi j'appelle la genèse de l'ère coloniale léopoldien. Et au fur et à mesure qu'il entrait dans ses agents, il envoyait des gens au Congo, plus il pénétrait le Congo, plus il voyait l'immensité, la richesse du Congo, et il a vu au niveau des agents de Léopold II. Je ne vais pas dire que Léopold II était complice, mais tout ce que je voulais dire, parce que lui-même s'acquise quelque part lorsqu'il dit que les Congo m'appartiennent et j'assume les responsabilités du Congo. Donc c'était pour s'opposer à la France qui voulait, ou à d'autres puissances qui voulaient prendre une partie du Congo. Par conséquent, en disant cela, il est complice et coupable dans tout ce que les agents de Léopold II pouvaient commettre, le massacre, les viols, la violence sur la population congolaise. Mais c'est une personnalité qu'on ne doit pas oublier ou bien citer sans pouvoir parler de ses bonnes intentions. Maintenant, je parle de Kasavubu. Je vais inverser, comme c'était le Lumumba, mais je parle de Kasavubu, qui est le premier chef de l'État, pas président. Non, il n'était pas président, mais Oui. chef de l'État. Chef de l'État. Pourquoi? J'aime bien cette nuance parce que dans la Constitution ou la loi fondamentale du 19 mai 1960, il n'est pas parlé du chef du président, il est parlé du chef de l'État. Et cette loi fondamentale a été calquée sur la Constitution belge. Le roi belge, il est chef de l'État, il n'est pas président.
alors que cet équivoque soit libéré. Voilà. Maintenant, pour parler de Kasavubu, c'est un grand homme d'État, par la nature de sa manière de gérer l'État et la confirmation de son autorité ou de sa personnalité plutôt vis-à-vis certaines personnalités. J'ai remonté un peu avant 60 et je me rends compte que Kasavubu était plus agressif. Mais apparemment, on le voyait un peu comme s'il est calme. C'était sa nature. Oui. Il était doux, pas mou, doux. Doux, pas bon. Oh, oui, oui. Il n'était pas mou, mais il était doux. Mais on dit déjà bien avant 60, c'était un grand personnage qui faisait trembler l'impérialisme. Parce qu'il est le seul ou le premier pas le seul, le premier à demander l'indépendance et dans l'immédiat. Aujourd'hui, les gens parlent de Lumumba, peut-être il faut que je comme héros national. Comme héros national, effectivement. Mais pour Kasavubu, je dirais que Kasavubu, c'était un homme politique qui avait des bonnes qualités d'un chef d'État. Parce qu'il pouvait fédérer, pour ne pas parler de confédérer, donc fédérer les forces autour de lui. Il était comme un sage. Mais le mal, c'est qu'il était aussi influencé et manipulé. Par qui? Par l'Europe? Par les puissances étrangères. Parce que, en réalité, Kasavubu n'était pas contre Lumumba. Mais Kasavubu, lorsque vous voyez les portraits de Guy et de Lopez, aussi bien de professeur Van Bilsen, lorsqu'ils font la comparaison de la personnalité de Lumumba et de Kasavubu, on parlait de Kasavubu comme un homme intègre, mais il était influencé et il était, pour ne pas, je peux dire manipulable. Tandis que Lumumba a résisté. Lumumba était intransigeant, difficile à pénétrer, surtout lorsqu'il considérait ses opinions, sa vision comme la meilleure de tous. Et à tout prix, il voulait que ça passe. Et il était prêt à payer au prix fort. Il en a payé. Il en a payé. Alors que Kasavubu, lui, n'était pas prêt pour payer. Quand il voit que ça résiste, il recule. Donc c'est une forme d'hypocrisie. Maintenant, parlant de Lumumba, je dirais que c'était, et il est un homme d'État incontournable dans l'histoire du Congo. Vous ne pouvez pas parler de l'histoire du Congo sans passer par Lumumba. Ses erreurs, son égoïsme politique, parce qu'il voulait qu'il passe le premier, ses capacités, ses actes héroïques, il reste le symbole de l'indépendance du Congo. Kasavubu était le premier à demander l'indépendance. Mais Lumumba a obtenu l'indépendance et Lumumba s'est approprié la lutte indépendantiste. Voilà ce que je peux parler de ces deux hommes. Maintenant, passons rapidement à Joseph Mobutu. C'était un homme qui voulait, lorsqu'il se donne une mission, à tout prix, il devait arriver au bout. C'est ce qui caractérise Lumumba et Mobutu. Mobutu, s'il fallait arracher par de force, il le faisait. D'ailleurs, il a dit
au niveau pour l'unicité du Congo, en disant dans une interview que même s'il faut faire les accords avec le diable, je ne ferai rien à faire. Et il a réussi. Il faut qu'on reconnaisse quand même le mérite de Mobutu. Mobutu a réussi d'unifier le Congo. Du temps de Mobutu, on n'avait pas des agressions comme ça, on n'avait pas des rebelles comme ça, ou des groupes qui aujourd'hui sont mécontents du pouvoir en place, ils s'érigent en mouvement rebelle et par-ci par-là. Mais à l'époque de Mobutu, ce n'était pas le cas. Dans l'intégrité nationale. Donc pour l'intégrité nationale, Mobutu pouvait payer le prix fort. Ça, c'est le vérité de Mobutu. Mais en même temps, il jouait avec ça. Lorsqu'il constate qu'il est menacé, son pouvoir est menacé, il utilisait cette politique de diviser pour que les gens constatent qu'il est le seul qui peut unifier les Congolais ou les Zaïrois de l'époque. Et je dirais qu'il a abusé de la confiance du peuple des Zaïrois parce que c'était un chef respecté et aimé, il faut qu'on soit sincère. Il faisait quand même aussi la fierté du Congo, et pas de l'extérieur. Oui, et puis c'était une personne d'une forte personnalité. Il avait une forte personnalité qui faisait trembler ses interlocuteurs. Ça, c'est aussi la comparaison avec Lumumba. Lumumba faisait trembler ses interlocuteurs jusque même à les faire perdre leurs idées. Mobutu, c'était vraiment un chef. On a eu un chef, mais il a abusé. Jusqu'au point où il a détruit tout ce qu'il avait construit. Peut-être que c'était ses conseillers aussi. Mais le rôle du chef, c'est qu'il devait faire. Mais le rôle du chef, c'est d'écouter et de prendre une bonne décision. Ce n'est pas de rejeter, mais d'être à l'écoute. Vous écoutez, analysez et portez votre jugement. Si vous êtes à une fonction, à une autre fonction, c'est parce que les gens ou les personnes ont pensé ou semblent croire que vous êtes à la hauteur. Ils vous font confiance. Ils vous font confiance. Mais Mobutu avait cette confiance, presque totale. En dépit des tentatives de rébellion par-ci par-là, mais vous avez constaté que malgré ça, Mobutu est resté dans les limites du territoire. Même les pays voisins ne pouvaient pas s'approcher. Mais aujourd'hui, on est accusé de tous côtés et puis on est attaqué de tous bords. Pourquoi? Parce que jusque-là, les Congolais, nous-mêmes, on n'a pas encore pris conscience que ce n'est pas une affaire du chef de l'État ou de tel ministre, mais c'est une affaire de tout Congolais. Les chefs ne doivent pas être au Kivu pour regarder les rebelles qui entrent, mais il revient à la population d'être vigilant. Mais là, je condamne aussi les autorités. C'est-à-dire, vous connaissez déjà depuis 1964 que les Kivu l'Est du pays a été des théâtres. Des affrontements. Des affrontements. Mais pourquoi ne pas prendre des dispositions sécuritaires adéquates et conséquentes pour faire face? Et j'interpelle quand même les autorités pour dire qu'il est temps de sécuriser la population qui vous font confiance. Maintenant, Laurent Désiré Kabila, vous savez qu'il n'a pas commencé la guerre aujourd'hui. Il est déjà depuis déjà, après la destitution de Lumumba, Kabila est déjà dans les maquis. C'est un mumbiste. Avec les Soumialo, les Beignet, le général Nicolas Olinga, les Lundula, ici dans les maquis. Et il est resté pendant longtemps dans les maquis. C'était l'homme qui a aussi affronté le Hutu dans les années 64, 63, 64, 70, depuis jusque, bien qu'à un certain moment, parce qu'on ne pouvait pas vivre au maquis très longtemps comme ça, mais il a fallu quand même faire certaines choses pour. Mais ce que j'apprécie auprès de Laurent Désiré Kabila, c'est la politique, donc cette endurance, ces combats qui a pris longtemps, depuis 63,
taillé jusqu'en 1997 qu'il a pris le pouvoir. Kabila est resté nationaliste, il est resté lumumbiste par rapport à la philosophie, bien qu'à un certain moment, il a tracé notre chemin. Mais parlant aussi des erreurs, c'est au niveau de l'arrivée de la FNL. Il a été soutenu et aidé par le troupes étrangères, du Rwanda, Ouganda, le Burundi. Arrivé au pouvoir, il avait de bonnes intentions en tant que nationaliste. J'apprécie les actions, pas les actions, mais la personnalité de M. Laurent Désiré Kabila. Lorsque il a voulu faire en sorte que les nationalismes soient ancrés et qu'on rentre à nous-mêmes pour se prendre en charge, il l'ai répété, on doit se prendre en charge. Il y a eu des erreurs à la prise du pouvoir, et ces erreurs sont de tout vu, et dont nous ne devons plus encore revenir pour répéter ces mêmes erreurs. Et il a été, je constate que quelque part, il a été aussi bloqué ou contraint par les forces étrangères qui le poussaient à faire certaines choses qui n'étaient pas censées faire. Et c'est ce qui peut-être qui a cassé cette alliance de la FNL. Parce qu'à un certain moment, il s'est dit, écoutez, maintenant je dois prendre des responsabilités, assumées en tant que nationaliste. Et là, les autres ont dit, ce n'était pas une rencontre ici dans les accords. Pour terminer avec Kalonji. Kalonji, pour terminer avec Kalonji, je dirais que Kalonji, il a travaillé d'abord au niveau de l'ANC, le Nation congolaise. Il était le président du Sidi Kassai. Et qu'est-ce qui se passe par après? Kalonji, lui, il était pour le fédéralisme. Et il s'est opposé à la politique du MNC, du Mouvement National Congolais. Quelle était la politique du mouvement en question? C'était la défense de l'intégrité territoriale, la défense des l'unité du Congo. Donc, dans la philosophie du MNC, c'était l'unitarisme. Alors, Kalonji a préféré le fédéralisme. Et de là, nous constatons qu'il y a eu des massacres. Les massacres qui s'est passé au Kassai n'étaient pas causés par le Lumumba, comme les gens le prétendent. Mais c'était l'armée de Mobutu. Mais Kalonji a mis ça sur le dos de Lumumba. Ce qu'on doit retenir de Kalonji, c'était un nationaliste. À un certain moment, Kalonji a pris son chemin, qu'il a semblé bon, et qu'il a amené à la sécession du sud du Kassai. Et pour terminer avec Moïse Tshombe, le 11 juillet 1960. Tshombe, lésé par la victoire de Lumumba et la composition du gouvernement, il va déclarer la sécession katangese. Mais ce n'est pas la composition du gouvernement de Lumumba qui a causé, mais c'était déjà bien avant que les Katanga voulaient cette sécession. Donc ils ont profité de cette situation pour créer la sécession katangese, soutenue par les Belges. Pas le gouvernement belge. Parce que la Belgique aimait beaucoup ces cours, elle allait s'installer là-bas. Non pas seulement ils aimaient, mais comme c'est qu'ils avaient des intérêts avec l'union minière. Ils préféraient traiter avec Moïse Tshombe que Lumumba, qui était un homme très discipliné et qui voulait que les choses se passent de la manière inscrite dans la loi fondamentale. D'ailleurs, vous verrez que la loi fondamentale a été modifiée. C'est une loi de 19 mai 1960, mais déjà le 15 juillet, il y a eu une modification de la loi fondamentale en rapport avec le gouvernement du Katanga et l'Assemblée provinciale du Katanga. Voilà un peu en résumé, mais je peux dire que quand même Tshombe a joué un rôle dans l'histoire du Congo et c'est les actes sécessionnistes du Katanga qui a occasionné la chute du gouvernement de l'époque. Parce que Lumumba n'avait plus les supports ou les moyens conséquents financiers pour faire face
au budget de Au budget de l'État. Merci beaucoup, professeur. Dans votre livre, il y a beaucoup de dates très importantes que vous avez notées. Nous laissons les soins à nos téléspectateurs de chercher les livres pour découvrir. Mais parlons aussi d'une autre personne qui a marqué aussi la République démocratique du Congo, le général Bozama Bey. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur lui aussi? Oui, c'est un général que je respecte beaucoup. Non pas parce qu'on avait le temps de s'entretenir de temps en temps, mais il faut qu'on reconnaisse le mérite de cet homme. C'est vraiment un héros qui n'est pas présenté de cette façon. Lorsque vous parcourez les différentes guerres que nous avons connues ici au Congo, et particulièrement la guerre qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, vous verrez qu'il a joué un très grand rôle dans la pacification du pays et aussi bien dans la conquête de certaines villes ou certains coins du pays avec bravoure. C'est comme le cas de Léonard Lamba, qu'on appelait les héros de Bukavu. Donc ce sont les gens qu'on doit marquer leur nom en lettres d'or. Je regrette la mort de cet homme, de ces vaillants soldats qui défendaient les Congo avec bravoure et intégrité. Il est décédé en 2009 en Afrique du Sud, à Military Hospital à Pretoria. Vous étiez présent? Effectivement, j'étais en Afrique du Sud. On s'est vu même juste à la veille de sa mort. Ça me fait très mal. Donc, je pense 2 jours, 3 jours avant son décès, parce que moi je devais prendre mon vol pour l'Afrique du Sud. Et je regrette que cet homme soit décédé dans des circonstances pareilles, alors qu'il aurait pu survivre à cette maladie si on avait pris toutes les précautions de l'avant. Mais c'est avec beaucoup de regrets. C'est arrivé quand même. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire dans votre livre. Malheureusement, le temps ne nous permet pas. Nous invitons surtout les téléspectateurs à chercher ces livres. Mais quand même, dites-nous un peu aussi quelque chose sur l'hymne national. Le père Boka jésuite, qui est auteur de cet hymne, il est déjà mort aussi, mais nous a laissé quand même, disons, des valeurs que nous pouvons aussi décortiquer dans cet hymne national. Vous savez, il y a certains pays d'Afrique qui apprécient notre hymne national. C'est comme la chanson de l'indépendance, qui est aussi chantée dans certains pays d'Afrique à l'anniversaire de leur indépendance. D'ailleurs, cet hymne national nous interpelle. À chaque fois qu'on doit lire ou chanter ça, on doit quand même être sincère en nous-mêmes et méditer. Moi, je pense que ça nous ramène à la méditation. De méditer les mélodies ou la sonorisation, l'idéal, l'esprit de cette hymne nationale. Si on pouvait, pendant qu'on chante et qu'on y réfléchisse, je pense qu'on aurait évité certaines choses qu'on commette jusqu'aujourd'hui, juste après l'hymne national. Donc, malheureusement, quand il y a des grandes fêtes, il y a même les autorités qui ne savent pas chanter ça. Ça, c'est quand même grave. Alors que la Zaïroise s'était imposée. On nous interpelle qu'on n'est pas debout. Si on était debout, on ne devait pas revenir debout comme on est. On devait dire rester debout. Mais on n'est pas encore debout. Alors on doit se tenir debout. C'est important. Et que chacun de nous et de tout Congolais puisse néanmoins mémoriser cette hymne nationale. Voilà, merci beaucoup professeur, vous avez été très gentil de répondre à nos questions. La toute dernière question, ce livre est destiné à qui et où est-ce qu'on peut trouver les livres? Le livre est en Belgique, pour parler d'abord de la Belgique. C'est dans plus de 100 librairies
Malheureusement, au Congo, on n'a pas encore atteint même 50. Je ne sais pas si on a plus de 50 librairies ici. Je crois pas. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas des points de vente. Mais vous trouverez ça à la librairie Pauline, chez les sœurs filles de Saint-Paul, sur l'avenue du commerce. Effectivement. Oui. Et dans leurs points de vente. C'est-à-dire 12e rue Limité, côté industriel, côté Rigini aussi sur l'avenue Béni. Il y a la librairie des filles de Saint-Paul là-bas. Il y a aussi à Lubumbashi, aussi sur l'avenue Lomami, et puis à Kisangani sur le 30 juin. Le 30 juin, oui. Et dans d'autres librairies, telles qu'African Queen, et certaines librairies que je ne saurais pas tout lister ici. Voilà un peu. Mais les téléspectateurs peuvent vous contacter aussi par mail aussi pour il n'y a pas de problème. Vous pouvez leur donner aussi votre adresse mail. Oui, l'adresse c'est DML Facilitetas, c'est en anglais, @gmail.com, tout comme info @consultant au pluriel .be. Ça, c'est les numéros de téléphone, si ce n'est pas discret. Les numéros de téléphone d'ici. D'ici, de l'Europe aussi. De l'Europe, c'est 0032 4888 07 125. Et ici, c'est 00243 81 044 14 64. Vous pouvez aussi, l'autre numéro c'est 00243 997 433 518. Voilà, merci beaucoup professeur, chers téléspectateurs. Nous voici à la fin de notre émission du jour. Ça valait la peine de revenir sur l'histoire du Congo, notre histoire, connaître notre peuple, connaître les événements aussi de notre pays. Cela nous aide à comprendre aussi comment nous pouvons marcher pour le bien-être de notre Congo. Donc nous vous attendons nombreux dans toutes nos librairies chez les sœurs filles de Saint-Paul pour chercher ces livres pour vous, pour vos enfants et aussi pour vos collaborateurs. Votre pensée de ce soir, la poule qui court partout rencontrera les serpents. La poule qui court partout rencontrera les serpents. Pour vous dire, faites attention avec les mauvais compagnons parce qu'ils peuvent vous entraîner dans les mal. Vous l'avez bien compris. Merci, au revoir et à bientôt avec votre émission Un livre médité, une musique mille.